À vous? Allez, à vous? Allez, brisez le silence! C'est dur de briser le silence, hein? C'est dur de chatouiller, de challenger, de chahuter l'ordre établi, le statu quo, la manière dont les choses sont et devraient soi-disant rester. Donc c'est pour ça qu'il y a le Pouet Effect. Donc c'est une petite astuce, hein, que vous pouvez réutiliser chez vous. Le bruit anodin qui permet de prendre des risques. J'y reviendrai. C'est difficile de remettre en cause l'ordre établi, et pourtant, des sonnettes d'alarme, depuis 40 ans, on en a. Des crises économiques, énergétiques, financières, sociales, écologiques, culturelles, religieuses. Elles nous demandent toutes, par les fissures qu'elles proposent, qu'elles imposent au monde, d'aller dans des tranchées plus radicales pour remettre en question le système dans lequel nous sommes. Et pourtant, ce monde, on a l'impression qu'il est fait d'invariants, que rien ne bougera vraiment. Comme si nous avions des positions définies, un peu comme des pions, et que nous évoluions sur des rails, dans le respect de règles. Nous serions obligés de suivre, comme des règles naturelles, physiques, qu'on ne peut pas remettre en question. Et pourquoi? Est-ce qu'elles sont vraiment toujours cohérentes, ces règles? On parle d'économie humaine. La croissance, par exemple. La croissance. La croissance de la société de consommation de biens carbonés produits par des industries polluantes. Est-ce que la croissance infinie de ce type de modèle peut vraiment exister sur un environnement fini, dans une nature finie, dans une terre limitée? La compétition, moteur de l'innovation. La concurrence, moteur de l'innovation. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de revoir un peu les logiques de rivalité, de compétition qu'on inculque à nos enfants dans les écoles? Qu'on ne soit pas tous en rivalité de mon talent contre le tien? Je m'interroge. Je m'interroge sur le chemin qu'on aura à prendre et puis jusqu'à quel endroit on arrivera à sauter par-dessus le mur. Trouver notre point d'inflexion. Vous savez, en géométrie, le point d'inflexion, c'est quand la courbe se rapproche inexorablement de sa tangente, se rapproche inexorablement du pied du mur, et à un moment, l'équation de sa dérivée de seconde s'annule, elle change de sens, on arrive à traverser le miroir, à ouvrir un chemin de traverse et à dégager de nouveaux horizons. En géométrie, c'est un point d'inflexion, en chimie, on appelle ça la métamorphose, ou la transition de phase, comment on passe d'un état à un autre. Est-ce que notre civilisation arrivera à faire sa métamorphose? Sortir de son cocon qui l'asphyxie. Abandonner certaines caractéristiques de son génome et accepter d'exprimer de nouvelles potentialités qu'elle avait, mais qu'elle laissait endormies. C'est le petit voyage que j'essaye, que je vous propose pendant ce talk, qui fera 18 minutes, qui sera constitué de 2 parties, une sur l'identification de freins, d'autres sur l'identification de leviers à activer. Il va y avoir des grosses photos, il va y avoir des mots-clés, il va y avoir une conclusion qui incite à l'action. Bref, un format TED Talk, mais surtout à la fin, pas d'applaudissements. Surtout pas d'applaudissements, parce que ça sera pas moi que vous applaudirez, ça sera le format. Et précisément, le premier problème que je vois, c'est le format. C'est les architectures dans lesquelles on évolue. La première architecture, c'est celle de la télé, du bocal télé. Effectivement, avec la société de consommation de masse, la société média de masse s'est développée. Et avec la télévision, l'outil parfait pour nous consoler massivement. Société de consommation ou société de consolation? Comment est-ce que, par les masses médias, on nous console et fait croire que, en achetant plus, en travaillant plus, on va vraiment plus gagner? Pire, la télé devient le message, le support devient le contenu. On travaille en circuit fermé à l'intérieur de son bocal, on tourne en rond. Le Star System, les People sont des nouveaux prophètes qui nous annoncent des jours meilleurs. On fait de ce bocal une boule de cristal. On les écoute comme si, par leur message, on allait pouvoir construire le monde de demain. On se raconte des histoires, mais
le problème, c'est pas juste de se raconter des histoires, c'est qu'en se les racontant, on se construit des barrières mentales, des structures intellectuelles qui vont nous, comme des étaux, nous comprimer. Une architecture intellectuelle, c'est quoi? Si vous prenez une boîte de nuit, une boîte de nuit, vous voyez, il y a une architecture visible, la boîte. Devant, il y a un videur. C'est une autre architecture visible qui va me gêner pour rentrer dans la boîte. Bon. Téméraire, j'avance. Je me présente, je voudrais rentrer. Et là, le videur me dit que c'est pas possible. Je lui dis, mais si, je peux rentrer puisque j'ai vu des gens rentrer. Il me dit, mais non, justement, vous ne pouvez pas rentrer parce que d'autres gens sont déjà rentrés, puis il y a d'autres gens qui vont rentrer, donc vous pouvez pas rentrer. Donc là, il y a une architecture invisible qui me gêne. Je ne comprends pas, il n'y a pas quelque chose de visible. En revanche, si ce n'est pas visible, c'est quand même exprimable. C'est-à-dire qu'en forçant le passage, le videur me fait comprendre que c'est à cause de mon pantalon rouge que je ne peux pas rentrer, parce que c'est pas le genre de la maison. Admettons. Donc il y a des architectures invisibles exprimables. Maintenant, pire, il y a des architectures intellectuelles invisibles qui peuvent être intégrées dans les comportements et qui peuvent me empêcher mon libre arbitre de m'exprimer. Imaginons que je rentre dans cette boîte. Toutes les stratégies que je vais construire pour aller d'abord au bar, d'abord danser sur le podium, aller voir cette fille. Non, d'abord aller danser pour que cette fille me voie et que je puisse l'inviter à boire un verre. Toutes les stratégies intellectuelles que mon mental, que mon ego vont construire vont être autant de labyrinthes qui vont gêner la simple action, le fait de vouloir aller voir cette fille parce que je la trouve charmante. Bref, les architectures intellectuelles, elles nous piègent. Et dans nos modes de communication, les mots sont des véritables... comment dire? J'ai pas le mot. Mais attention. Effectivement, les mots sont chargés d'une énergie que les hommes et les femmes aiment manier. Le storytelling. Rafi Aladian, un des papas de l'Internet, qui est tombé dans le web avant que ça s'appelle le web, à la fin des années 90, écrit un pamphlet qui s'appelle « Comment devenir beau, riche et intelligent avec Word, Excel et PowerPoint ». Il explique comment des personnes qui ne connaissent rien à pas grand-chose sont en train de créer des boucles juste en mettant des mots sur des PowerPoint, des chiffres dans des tableaux Excel et à tirer des formules jusqu'à des valorisations insensées. Il y a des outils bureautiques donc, qui jouent avec ces mots et qui nous manipulent. Et peut-être que nous-mêmes, on se raconte des histoires où on fait exprès de manipuler les autres. Je ne peux pas résister, TEDx Loire ayant lieu dans une banque, de m'intéresser au nom de la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine. On l'a appelée Réserve fédérale en 1913, à la date de sa création. 5 ans après une grande crise de confiance que le public avait vis-à-vis des banques, cette banque s'appelle Réserve fédérale. C'est marrant, Réserve fédérale, on a l'impression que c'est une banque de réserve et que c'est une banque fédérale, non ? Et cette banque n'est ni fédérale, elle appartient à 13 banques privées, et elle n'est pas de réserve non plus, puisque c'est une banque de réserve fractionnée. À croire qu'on nous manipule. Premier problème, les architectures intellectuelles. Deuxième problème, la confusion entre les moyens et les fins. L'histoire de la création, c'est une histoire de complexité. Depuis le Big Bang, des éléments simples se combinent pour créer des éléments plus compliqués, et ainsi va la chaîne de la vie. Aujourd'hui, dans ce monde complexe, tout arrive en même temps. Dans ce village global, interconnecté, ultra informé, avec une information qui circule en temps réel, c'est sûr que notre petit professeur, nous Homo sapiens, on a du mal à faire le discernement dans tout. Et donc, pris par la succion, dans cette course folle, souvent il nous arrive de confondre fin et moyen. Si je prends le cas de la finance, par exemple. La finance, ça commence par fin. Fin. Est-ce que on n'est pas dans une situation où précisément la finance est à la fois l'alpha et l'oméga de toutes nos activités économiques? 90% des transactions monétaires aujourd'hui ne servent que des boucles spéculatives détachées des sous-jacents économiques. Alors quand ces boucles reviennent dans l'économie réelle, elles sont chargées d'une énergie, d'une pression, d'un taux d'intérêt qui va être très difficile à supporter pour ceux qui sont dans l'économie réelle. Est-ce que finance, comme le propose notre ami, dont vous pourrez voir le nom en bas du PowerPoint parce que j'ai oublié, Trac,
pas appeler finance, mais débutance. La finance, c'est juste un moyen, ça devrait nous permettre de débuter et pas d'en finir. Alors, je veux pas du tout mettre nos amis de la finance et de nos amis banquiers dans un sac exclusif. Hop là, pardon. Pardon. Voilà. Dans un sac exclusif. C'est le problème de nous professionnels qui confondons souvent nos fonctions pour ce que nous sommes. Et c'est un problème quand nous oublions d'être au privilège du faire. Dans n'importe quel événement de socialisation, les premières choses que je vais faire pour rencontrer quelqu'un, c'est de lui demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est quoi ta fonction? Est-ce que c'est vraiment ça pourquoi on est fait? Est-ce que notre raison sur Terre, elle est décrite par juste notre fonction? Est-ce qu'un jour on pourra dire, et toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Toi à qui je reconnais un potentiel créateur, explique-moi ce que tu fais de ta vie. Alors, si on s'attache que à notre fonction, à partir du moment où on travaille, on est un travailleur, et ben on travaille. À partir du moment où on est un pompeur, comme un Shadok, on pompe. Et c'est le problème, par exemple, dans le cas de la crise des subprimes. Les CDS, Credit Default Swap, c'est un produit qui est à l'origine de la crise financière de 2008. C'est un produit qui permet de dissocier la vente d'un crédit et le risque porté par le sous-jacent. Donc on dit aux personnes qui vendaient ces produits financiers, tu peux en vendre autant que tu veux parce que de toute façon on couvre le risque ailleurs. Donc pompe, vend des CDS, vend, sans qu'on réfléchisse aux finalités et aux sous-jacents qu'il y avait effectivement derrière, d'où des crises d'endettement et la surenchère qu'on a connue. Pourquoi, pour autant, je pense qu'on a des raisons d'espérer un avenir meilleur? Parce que, historiquement, on peut voir que dans des situations extrêmement difficiles, des lueurs d'espoir sont apparues. Laissez-moi vous emmener au Bangladesh. Le Bangladesh, c'est un petit État entre le Gange et le Brahmapoutre. Il y a 150 millions d'habitants. Si nous, 6 milliards d'hommes et femmes, nous allions aux États-Unis, nous serions moins serrés que ce qu'ils sont serrés actuellement. Pire, 4 mois par an, ce pays est recouvert à 50% par les eaux. Il prend son indépendance en 71, 73 famine, les Nations Unies déclarent ce pays comme perdu. Et pourtant, 3 ans plus tard, c'est dans ce pays qu'on invente le microcrédit. Le professeur Yunus, économiste à l'époque, décide de prêter 27 $ à 42 femmes pour leur permettre d'innover, de créer leur propre entreprise, de dégager leurs propres revenus sans être le joug d'usurier ou d'employeur. 30 ans plus tard, après avoir inventé la microfinance qui est aujourd'hui reconnue comme un outil extraordinaire de développement, il conçoit et développe les premiers social business. Au Bangladesh toujours, un enfant sur 2 souffre de carence alimentaire. Un enfant sur 2, donc, à l'âge de 12 ans, va avoir des troubles physiques qui peuvent lui donner la taille et le poids d'enfants de 5 ans. Il va chercher un géant du yaourt, un géant de l'alimentation, un géant de la santé par l'alimentation, Danone, et lui demande d'inventer un nouveau produit, le Shakti Plus, qui va répondre à ces carences. Mais ça, selon un modèle innovant, celui du social business. Cette entreprise, si elle génère des profits, il faudra qu'elle réinvestisse toute la richesse créée localement. Elle ne captera pas d'argent au service de l'actionnaire. Social finance, social business. La presse américaine estime que le Shakti Plus peut être un des 25 produits qui changent le monde. Mais au-delà de changer le monde, ce que le professeur Yunus, ici, juste avant une soirée qui va accueillir 3000 personnes en mars 2009 autour de la réinvention et de l'entrepreneuriat, il le change d'abord en nous. Ce qu'il nous dit, c'est d'être des entrepreneurs. Don't be job seeker, be job giver. Ne soyez pas des chercheurs de fonction, des chercheurs d'emploi, soyez des chercheurs de mission, de sens. Je voudrais explorer le mot social suivant une autre acception, celle du relationnel. On a parlé de Facebook, les réseaux sociaux, le social graph ouvrent de nouveaux horizons. Et moi, je voudrais ouvrir un nouveau concept, celui du ptoile, qui est la contraction de toile et de poil. Puisque effectivement, Facebook est un réseau authentique. On y entretient des vraies relations, on s'y met à poil avec la communauté vis-à-vis de laquelle on fait confiance. Et ce type de comportement authentique permet de développer une empathie, une bienveillance avec les personnes du réseau
extrêmement forte et contagieuse. Vous avez dû voir des gens organiser des free hugs. Des free hugs, c'est quoi? C'est des grands attroupements où on se serre tous dans les bras, où on accueille des anonymes comme des frères et pas comme des ennemis potentiels. Le web est en train de descendre le niveau d'empathie qui avait été développé sur les réseaux sociaux dans la vraie vie. Mais ce ne sera pas qu'un monde de bisounours. Il y a des raisons d'être indigné. Nous sommes à TEDx Loire, à Angers. Anger, je ne peux pas parler pendant ce talk autre chose que de colère. Il y a des raisons pour être indigné. Et c'est précisément la journée mondiale des indignés. Partout dans le monde, les indignés se rassemblent pour protester en faveur d'un nouveau monde. Et précisément, ce nouveau monde, ce sera quoi? Où est-ce que tout ça va nous mener? Laissez-moi faire un tour par Black Rock City. Black Rock City, c'est pas une base martienne. C'est là qu'a lieu chaque année depuis 20 ans le festival Burning Man. Burning Man, c'est 60 000 personnes qui se réunissent pendant une semaine pour vivre autour de 10 principes de vie. Un de ces principes, c'est de faire silence, de baisser le clapet de la société de consommation et de la société marchande. Ce principe, il s'appelle décommodification. On arrête de consommer. On est dans la gift economy, dans l'économie du don. Pas de monnaie, on se donne les choses. Autre principe, l'expression authentique de soi. On quitte la cravate, on quitte les costumes fonctionnels pour se déguiser, pour réveiller l'artiste qui est en nous et pour oser être soi. Autre principe, l'inclusion radicale. Tout ce qu'on va faire, on va le faire avec les autres. 200 activités sont organisées par jour pour vivre ensemble. Alors, ce festival Burning Man, on peut avoir l'impression que c'est un mélange New Age de Woodstock, le carnaval de Rio et Mad Max. Mais la convivialité, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui est ancré en nous, dans notre génome disponible. Est-ce qu'on l'aurait oublié? En 2009, pour le Forum social mondial qui a eu lieu à Belém, les sociétés traditionnelles amazoniennes sont venues sur la scène internationale pour justement porter le message du bien vivre, du bien vivre ensemble. Laissez-moi terminer au Brésil précisément, sur les dunes de Jericoacoara, qui est un village de surfeurs. À 18h, dans ce village, tout le monde se réunit sur une dune pour voir le soleil se coucher à l'horizon. Et espérer que toute cette énergie solaire se concentre en un point, en un rayon, qui parfois prend une couleur verte. La légende veut que celui qui arrive à voir ce rayon a le pouvoir d'avoir toujours confiance et de lire dans le cœur des hommes. Alors je ne sais pas quel est le principe physique, je ne sais pas quel est le principe chimique, je ne sais pas quel est le principe magique du rayon vert. Mais pour avoir été à Djeri, au moment où on est dans cette dune, au moment où on guette le rayon vert, on est juste là. On est juste là et maintenant. C'est le pouvoir du moment présent que nous raconte Eckhart Tolle. Dans ce moment présent, le mental, l'ego, la machine infernale de notre pensée a cessé de nous gêner et on peut juste écouter notre petite musique intérieure. Juste notre petite musique intérieure. Celle qui nous permet de prendre des risques. Ça va être dur de prendre des risques. Et pourtant, l'aventure est devant. Nous avons un rendez-vous historique pour notre civilisation. Alors ayons confiance. Comme Indiana Jones, un pas après l'autre, le chemin peut-être se dévoilera. Soutenons-nous. Et d'ailleurs, pourquoi pas commencer maintenant? Soutenez-moi. Je vais risquer quelque chose. Ma famille n'est pas au courant. Elle est peut-être devant Internet. J'ai quelque chose de solennel à dire. Je me présente. Oui, je suis candidat.
Je me rends bien compte qu'une seule élection et qu'un seul président ne suffiront pas. Nous devons tous être candidats pour une république des consciences, tous être agents de transformation au quotidien pour construire le monde que nous voulons vraiment. Rendez-vous sur touscandidats.fr avec Pierre Rabhi et les Colibris à partir d'aujourd'hui.